Merci, bienvenue à toutes et à tous pour ce talk qui démarre dans des conditions particulières. Aujourd'hui, je vais vous parler d'AYMJS, qui est un projet que j'ai développé qui permet donc, ça fonctionne super, qui permet donc de reproduire un processeur sonore des années 80 en JavaScript dans le navigateur. Donc l'objet de ce talk, voilà, comme je vous le présente ici, c'est d'aller à la découverte donc, des API Web Audio et Web MIDI. Donc de transformer notre navigateur en synthétiseur. Donc pourquoi ce projet? C'est la vraie question. Alors en quelques mots, très rapidement, c'est déjà retrouver le son d'antan, le son des années 70-80 de nos vieilles consoles, de nos vieilles bornes d'arcade, de préserver le capital historique, donc des vieilles musiques de jeux vidéo que vous avez peut-être toutes et tous connues, et donc de préserver un peu ce capital historique et de pouvoir toujours l'écouter et l'exploiter. Découvrir les API Web Audio et Web MIDI. J'ai fait ce projet justement pour rentrer dans ces API que je vais vous présenter. Donc ça fait un peu suite au talk qu'a donné Sylvain ce matin sur Web Audio et Web MIDI. On va descendre dans des couches un petit peu plus basses. Et parce que c'est fun, évidemment. Le son chiptune, qu'est-ce que c'est? Donc le chiptune, vous avez déjà dû entendre ce terme, donc c'est quelque chose qui représente la génération de son des ordinateurs 8 bits. Donc globalement, pour schématiser, c'est des signaux carrés. Des signaux carrés, donc ça donne une coloration de son qui est assez caractéristique. Une synthèse sonore qui est très limitée, comme je le disais, c'est le plus souvent des signaux carrés ou des signaux triangulaires ou en dents de scie ou ce genre de choses, donc ça donne des sons souvent qu'on pourrait qualifier d'un peu agressifs à l'oreille, mais en tout cas qui sont très reconnaissables. Le son des Game Boy, des Sega Master System, de certaines bornes d'arcade, des Amstrad CPC si vous avez connu. Et donc aussi une polyphonie qui est assez restreinte, puisqu'en général, ces chips audio, dont celui que je vais présenter, travaille sur 3 voix en polyphonie, rarement plus de 6. On va descendre dans l'API Web Audio, puisque c'est un petit peu le sujet du talk, et donc de vous parler très rapidement ce que c'est, ce qui était présent au talk de Sylvain, ça va être peut-être une redite, vous allez revoir peut-être des images d'illustration que vous avez déjà vues, mais donc premier draft du W3C en 2011, donc c'est un projet du W3C qui permet donc de sortir du son dans votre navigateur. Avant 2011, ça n'existait pas, il n'y avait pas de son dans le navigateur. Ça a été promu en tant que standard le 17 juin 2021. Donc 10 ans plus tard, ce qui est quand même assez récent finalement. Ça permet donc d'avoir de l'audio en temps réel dans le navigateur, et quand on parle d'audio en temps réel, c'est de pouvoir jouer des samples, d'avoir de la génération de son, etc. en temps réel. C'est un système qui est basé sur un système de graphe nodal, donc ce sont des nœuds qui vont dialoguer ensemble. Vous allez avoir des nœuds qui vont produire du son, d'autres qui vont le consommer, et le dernier consommateur, c'est les haut-parleurs de votre machine. Il vous garantit des performances qui sont relativement élevées et une très faible latence. Ça, c'est quand même assez important quand on fait de la musique, notamment quand on a besoin de faire de la musique en mode synthétiseur. Je vous parlais de graphe nodal. Eh bien, comment s'inscrit Web Audio? La première chose que vous avez à faire, c'est de créer un audio contexte. L'audio contexte, c'est ce qui va vous permettre de dialoguer avec la couche audio de votre navigateur. Donc, cet audio contexte va vous permettre donc d'interagir avec la carte son de votre ordinateur, et de proposer une destination, qui est le plus souvent les haut-parleurs de votre ordinateur. Mais ça peut être n'importe quelle autre destination. Une destination, ça peut être un fichier sur le disque dur, ça peut être quelque chose en mémoire, etc. Le plus souvent, ce sont les haut-parleurs ou les écouteurs de votre ordinateur. Bien évidemment, pour exploiter ça, il faut une source. Donc, il vous suffit de créer un nœud de source, une source de son, et on va en voir une juste après, et de la raccorder, un peu comme avec des jacks, physiquement, à votre destination. Si vous créez un générateur d'ondes sinusoïdales, vous allez le raccorder à la destination et vous allez entendre un son sortir sur votre haut-parleur. Bien évidemment, vous pouvez avoir des graphes de nœuds qui sont plus complexes. Donc, vous pouvez avoir un oscillateur qui passe au travers d'un système qui va régler le gain, donc la puissance, globalement, le volume à laquelle votre son va sortir, pour aller alimenter une entrée d'un autre oscillateur pour le faire varier, et cet oscillateur va produire une onde. Et donc, vous allez avoir un son qui ne sera plus une sinusoïde, mais quelque chose qui sera différent d'une sinusoïde, peut-être avec une courbe légèrement différente et une coloration syntaxique différente. Donc, vous pouvez agir de façon très fine sur la façon de produire un son. Évidemment, vous pouvez aller sur des graphes de sons qui sont extrêmement complexes. Et quand on parle de graphes, imaginez-vous que ça représente physiquement quelque part ce que vous pouvez avoir dans un home studio. Un générateur de son qui passe au travers d'un filtre passe-bas, qui passe au travers d'un filtre passe-haut, qui est raccordé à une table de mixage, qui est elle-même raccordée à la sortie, etc. Donc ça, vous voyez, ces illustrations, vous les avez peut-être vues au talk de Sylvain ce matin. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça, c'est typiquement extrait de la spec de Web Audio.
Donc, ce sont des choses qui ont été vraiment standardisées et sur lesquelles on peut vraiment produire ce genre de graphe. Donc, rajouter donc de la réverbération, de la compression dynamique, etc., etc. Donc, je vais parler du générateur de son le plus simple dans Web Audio. Donc, c'est générer, par exemple, des signaux périodiques. Vous avez l'oscillateur qui vous permet donc de générer des signaux qui sont très simples, soit des signaux sinusoïdaux, des signaux carrés, des signaux en dents de scie, des signaux triangulaires, ou vous pouvez avoir des signaux personnalisés. Je vais évacuer cette dernière option. Je ne vais pas en parler, on va juste parler donc des 4 premiers cas. Donc voici comment ça se représente. Globalement, en fonction du temps, vous allez dessiner une sinusoïde avec une période donnée, ou un signal carré, ou un signal triangulaire, ou un signal en dents de scie. Donc vous les voyez affichés ici. On va faire un petit exemple pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc un petit exemple en HTML et JavaScript. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer. Et donc c'est une petite page qui permet de générer un signal sinusoïdal, carré, dents de scie ou triangulaire. On peut agir sur la fréquence et sur le gain. Donc globalement, vous allez avoir un nœud qui produit le son, un nœud qui contrôle le gain, auquel donc est raccordé le premier au deuxième, et ce gain, il est raccordé à la sortie donc de l'audio contexte. On va faire donc une petite classe en JavaScript pour ça. Donc la classe, voici un petit peu son prototype. On va rentrer dans le code juste après. Donc un constructeur, une méthode play, une méthode stop, une méthode setFrequency et une méthode setGain pour positionner le gain. Le constructeur, la première chose à faire quand on va instancier la classe, on va créer on va avoir besoin de 3 objets. Le contexte, Web Audio, le nœud qui correspond au gain et le nœud qui correspond à l'oscillateur. Donc par défaut, j'initialise à nul et c'est la méthode play qui va créer réellement ces objets lorsque je vais l'appeler. La méthode play, donc elle va justement, comme je le disais, on va créer le contexte et les nœuds dont on a besoin. Donc voici le code, on va le parser ensemble très rapidement. Donc si on appelle la méthode play une première fois, le contexte est à nul, on crée un audio contexte. Donc ça va nous permettre de nous connecter au système web audio et d'obtenir une sortie. Ensuite, on va créer le gain. Donc on crée un nœud de type gain, new gain node, et sur lequel on le raccorde sur le contexte. Et ensuite, on va sur la ligne 13, on va connecter ce gain avec la méthode connect à la sortie, donc au haut-parleur. Donc on va voir la sortie du contexte, le gain qui est connecté dessus. Maintenant, on n'a plus qu'à créer un nœud qui va permettre donc de générer un signal qu'on va pouvoir écouter. Bah, voici cette partie. Donc l'oscillateur, s'il n'a pas déjà été créé, on crée un nœud de type oscillateur et on lui passe un type. Donc le type, c'est juste une chaîne de caractères, sine pour dire on va générer du sinus, square pour générer une onde carrée, etc. Vous avez compris. Ça, c'est inclus directement, nativement dans Web Audio. Donc vous pouvez déjà créer des oscillateurs assez simples et que vous pouvez combiner pour générer des formes d'ondes un peu complexes pour générer du son. La méthode stop, bah, simplement on détruit l'oscillateur, donc ça arrête le son, on le stoppe, on le déconnecte et, hop, et on évacue la référence. Et on peut sélectionner la fréquence, donc simplement dire à l'oscillateur quand il tourne, change de fréquence, au lieu d'être à 440 Hz, passe à 560 par exemple. Et positionner le gain, évidemment, on lui passe une valeur entre 0 et 1 pour dire bah, le gain à 0, on n'entend plus rien, le gain à 1, vous avez compris, on a le volume à fond. Donc on va faire un petit exemple, j'espère que ça va marcher parce que je ne suis pas dans mon environnement habituel. Voilà, yes, ça marche. Donc là, exactement, quelqu'un a dit allô, et on sort donc un signal sinusoïdal à une fréquence de 440 Hz. Cette fréquence, c'est le La, qui est une note qu'on entendait dans les téléphones d'antan. Je vais arrêter ça pour éviter de vous polluer. Les musiciens le savent, c'était très pratique pour accorder une guitare. On décrochait le combiné, ça faisait tut, et du coup on pouvait accorder sa guitare avec le tut. Véridique, hein. Ceux qui ont vécu dans les années 80 savent. Comme je disais, on peut générer donc un signal sinusoïdal, un signal carré, en dents de scie, triangulaire, et on peut agir sur la fréquence en temps réel et le gain. Voilà. Voilà. Très simple. Je ne sais pas comment je reviens sur ma page avant. CTRL W, ça ne marche pas. Tu me dis, Sylvain, comment on peut faire? Fermer cette page. Attends, hop. C'est bon. Ah non, c'est pas bon. Je ne sais plus. Au secours, aide-moi. Je ne suis pas un maqueux. Hein. Donc bref, vous avez vu l'exemple, c'est très simple. Donc dealer avec Web Audio, c'est quand même relativement simple. Il vous suffit de créer un contexte et des nœuds qui vont s'interconnecter entre eux pour produire du son, consommer ce son ou modifier ce son, moduler ce son. Voilà. Donc, ah mince, j'ai tout cassé. Et Maxhild.net. Vas-y, voilà.
Je ne sais pas. Attends, remonte un petit peu. Désolé, hein, c'est les aléas du direct avec GrecMJS. Et on va repartir. Donc maintenant qu'on a produit nos premiers sons, on va passer à la suite. Voilà. Merci mon assistant. Tu me sauves la vie. Attends, c'est bon, je vais avancer. T'inquiète pas, tac, tac, tac. Voilà. Ne reste pas loin. Tu seras mon assistant. Donc, on sait générer donc des signaux de façon assez simple. Donc maintenant qu'on sait générer des signaux de façon assez simple, l'idée, comme je vous ai dit, ce que je veux faire, c'est créer un émulateur de type sonore. Donc là, en fait, juste utiliser des oscillateurs, ça ne va pas être simple. Il va falloir que je génère moi-même les samples que je veux sortir directement sur les haut-parleurs. Pour ça, il y a un objet qui est assez intéressant dans Web Audio, c'est l'Audio Worklet Processor. L'Audio Worklet Processor, comme son nom l'indique, c'est une worklet. Donc c'est quelque chose qui va tourner dans un thread séparé et qui va pouvoir traiter du son en temps réel. On va lui filer des entrées, on va lui filer des sorties, et on va pouvoir éventuellement traiter ces entrées et appliquer des effets dessus et les mettre en sortie, ou on va pouvoir simplement produire des samples et les envoyer donc, dans les haut-parleurs, et les samples quels qu'ils soient. Donc là, vous allez pouvoir créer une forme d'onde qui correspond à ce que vous attendez. Donc, ça permet, comme je le disais, générer et manipuler des samples. Donc, ça fonctionne dans un worklet séparé. Ça communique à l'aide d'une file d'attente. En JavaScript, vous le savez, dans le navigateur, en communication entre guillemets multithread, vous ne pouvez pas accéder aux données d'un thread à l'autre. Donc, vous allez communiquer par une file de messages pour lui dire démarre la génération du son, arrête la génération du son, change tel ou tel paramètre. Donc, ça permet de lui produire des samples et d'appliquer des effets, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un objet qui est assez bas niveau, quelque part, mais qui vous permet de faire à peu près tout et n'importe quoi. Donc là, vous pouvez créer des objets qui vont faire du traitement en temps réel de votre signal. Une chambre d'écho, une pédale wah-wah ou ce genre de choses, ce que vous voulez. Donc là, on va plutôt générer du son. Donc, un audio worklet processor, en termes de code, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc, une classe qui va dériver de audio worklet processor, sur laquelle on va créer à minima un constructeur et implémenter une méthode process. Voilà, donc l'héritage de la classe. Le constructeur, par défaut, il faut bien appeler la méthode sur le constructeur de la classe mère, ça c'est important pour pouvoir l'initialiser correctement. Et derrière, après, vous faites le setup de ce que vous avez besoin dans votre audio worklet processor. Et la méthode process, c'est de loin la plus importante. Elle va prendre en entrée donc les inputs, c'est-à-dire tout ce qui va venir des nœuds vous précédents et qui vont vous envoyer des données que vous allez vouloir traiter éventuellement, si vous avez un nœud qui est connecté derrière vous. Et output, qui est un tableau de sorties. Donc si vous êtes en stéréo, vous allez avoir une sortie avec 2 canaux. Si vous êtes en mono, vous allez avoir une sortie avec un canal, mais vous pouvez avoir du sortie en son surround 5.1 par exemple. C'est vous qui décidez ce que vous voulez avoir comme entrée, comme sortie. Et par défaut, donc cette méthode, elle return true parce qu'elle continue de tourner jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà. Et quelque chose qui est important, une fois que vous avez défini cette classe donc dans un module JavaScript, ça doit être dans un module, vous devez enregistrer ce processeur de son au niveau du navigateur. Donc en fait, vous enregistrez ce processeur en disant que mon audio worklet processor de tel nom, il correspond à telle classe. Comme ça, on sait que Web Audio pourra y accéder et pourra l'instancier. Donc comment on s'en sert? Donc, globalement, vous allez créer une fonction en JavaScript sur laquelle vous allez créer un audio contexte. Cet audio contexte, vous allez charger le module, vous allez ajouter le module myAudioWorkletProcessor.js. Donc vous allez lui dire mon audio worklet processor particulier est dans tel fichier JS, charge-le et mets-le à disposition. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à l'instancier. Vous faites new audio worklet node auquel vous le raccrochez au contexte et vous lui donnez son nom en disant vas-y, crée-moi une instance de mon audio worklet. À ce moment-là, ça reste un nœud au sens web audio que vous pouvez utiliser et donc connecter à d'autres nœuds. Donc derrière cet audio worklet processor, vous pouvez connecter un nœud gain auquel vous connectez aux sorties de vos haut-parleurs. Voilà. Donc de façon très simple, on va faire un générateur de signaux carrés nous-mêmes. C'est-à-dire on ne va plus utiliser un oscillateur de web audio, mais on va implémenter nous-mêmes un générateur de signaux carrés. Qu'à cela ne tienne, on fait la même chose. On va recréer une classe donc, qui va créer donc, un contexte, un gain et un audio worklet. Donc ici, on crée notre contexte comme tout à l'heure. Jusque-là, rien de neuf. On crée le gain comme tout à l'heure, c'est le même code. Et là, on crée notre audio worklet processor, qui est le audio worklet processor example, qui va générer un signal carré. Donc là, on va lui dire, vas-y, crée-moi ce nœud en allant charger le module correspondant et instancie-le.
et on le connecte au gain, et le gain est connecté à la sortie. Et ensuite, je lui envoie un message play. Parce que mon audio worklet processor, comme je l'ai dit, pour lui dire de démarrer ou de faire telle ou telle action, il faut que je lui envoie un message. Donc, je lui envoie un message play et l'audio worklet processor va implémenter ce message pour se mettre réellement à générer du son. Donc, le stop, on lui poste un message stop et changement de fréquence, on lui poste un message en lui disant vas-y, change de fréquence. Et puis le gain, bah, c'est comme tout à l'heure, on va moduler le gain web audio. Donc, le web audio worklet processor, donc, on va implémenter les méthodes. Donc, le constructeur, donc j'instancie la classe, la superclasse. Je lui crée un certain nombre de paramètres, qui est la fréquence à laquelle je veux jouer un signal carré, un compteur et une valeur. Le compteur, c'est pour permettre de compter donc, par rapport au nombre de samples, est-ce que je dois générer un signal haut ou un signal bas? On va y venir juste après. Et la valeur, bah, je vais produire une valeur entre -1 et 1, sachant que Web Audio produit des samples en flottant entre -1 et 1, tout simplement. Et je lui raccorde, je vous parlais de cette fameuse file de messages, je lui raccorde une file de messages. Et c'est là que je vais lui dire que chaque audio worklet processor dispose d'un port sur lequel il va écouter les messages. Donc je lui connecte une fonction lambda, une fonction fléchée, comme on dit en JavaScript, sur laquelle je vais récupérer un événement. Cet événement, je vais l'interpréter dans mon switch case, qui est ici, et en lui disant, bah, si je fais play, je récupère dans le message la partie data et je la mets en fréquence. Et je lui positionne une valeur en disant, bah, par défaut, commence par la valeur 1, et puis une fois que tu vas itérer, tu peux faire la valeur -1, etc. Stop, je mets tout à 0. Et fréquence, bah, je lui positionne la valeur qui correspond à la fréquence ici. Voilà. Donc c'est une file de messages très simple. Je lui envoie, c'est des messages utilisateurs. Hein, c'est moi qui définis le sens des messages que je lui envoie et comment je veux les traiter. Et donc la méthode process, c'est la vraie méthode là qui va générer les samples, les signaux, le signal carré. Je ne sais pas du tout où on en est au niveau du timing. Je vais récupérer donc la fréquence. Donc si je lui ai dit 440 Hz, 440 Hz, ça veut dire qu'on va faire un cycle 440 fois par seconde. Donc ça veut dire qu'on doit changer d'état, passer de -1 à +1, 2 fois plus rapidement. Donc en fait, je récupère la fréquence, je la multiplie par 2. Et je récupère le nombre de samples que je dois générer. Web Audio, en général, vous demande de générer 128 samples, mais ce n'est pas strictement défini par la norme. Par contre, vous avez un tableau, le tableau de sortie. Donc, c'est un tableau de sortie dans lequel il y a un nombre de canaux. Donc, au minimum, vous allez avoir une sortie avec un canal si vous êtes en mono. Il vous suffit de récupérer la taille du tableau qui va vous donner le nombre de samples à générer. Et en général, c'est 128. Donc, vous savez que lorsque vous rentrez dans la méthode process, vous allez devoir générer 128 samples que vous allez pouvoir envoyer à votre carte audio. Donc, ce que je vais faire, je vais générer mes 128 samples dans une boucle for. Et là, j'utilise un algorithme que certains connaissent peut-être déjà. C'est un dérivé de l'algorithme de Bresenham, donc qui permet de pouvoir faire une itération sans utiliser de nombre flottant. Donc, de pouvoir générer en fonction donc, de la fréquence à laquelle on sort. Alors, le sample rate, c'est une variable globale qui est fournie par le moteur Web Audio de JavaScript, qui va valoir le plus souvent 44 100 pour 44 100 Hz. Qui va vous donner la fréquence à laquelle votre carte audio tourne. Donc, combien de samples par seconde on va générer. Par défaut, c'est 44 100, mais ça pourrait être 48 000, ça pourrait être 64 000 en fonction du paramétrage du navigateur. Et donc là, ce que je vais faire, je vais appliquer l'algorithme de Bresenham globalement en disant, bah, génère-moi 440 samples par rapport à 44 100 Hz. Et donc, il va régulièrement permuter la valeur de sortie et la produire dans le buffer output, ici. Et donc là, je vais prendre chaque sortie qui lui est donnée, chaque canal, et je vais lui écrire le sample dedans. Donc à la fin, j'enregistre mon audio worklet processor. Donc, on va faire le test. Voilà. Donc là, on génère bien un signal carré, je vais vous baisser le son, un signal carré à une fréquence de 440 Hz, et fréquence que je peux moduler. Donc, chaque fois que je bouge le slider, j'envoie un message du navigateur à l'audio worklet processor, un message qui lui demande de changer de fréquence. Donc, il reçoit ce message, il update sa variable de fréquence, et chaque fois que la méthode process est réexécutée, il va reprendre cette fréquence, il va ajuster son algorithme, et il va faire ses calculs et générer ses samples comme il a besoin. Hop, cette fois-ci, je ne me trompe pas. Voilà. Maintenant, j'en viens au vrai sujet. J'en suis au niveau du timing.
J'en viens au niveau du vrai sujet. J'ai jusqu'à quelle heure, si vous pouvez... Combien? 25 minutes. Bah, c'est bien, ça va me laisser le temps. Donc, écrire un émulateur donc, de chip sonore en JavaScript. Maintenant que je sais générer des samples par moi-même, etc., je vais pouvoir passer à la partie intéressante, c'est écrire un émulateur de processeur sonore. Donc, le AY38910, donc c'est un processeur sonore qui a été fabriqué par General Instrument à la fin des années 70, en 1978 pour être plus précis. C'est un chip sonore qui est extrêmement répandu. Alors, ceux qui ont grandi dans les années 70, 80, 90, vous l'avez certainement croisé, soit dans des bornes d'arcade, dans des consoles de jeux vidéo, dans des ordinateurs personnels. On peut citer l'Amstrad CPC. L'Atari ST est doté du YM2149, qui n'est autre qu'un AY38910 fabriqué sous licence. Tout simplement. Si vous avez joué à des bornes d'arcade, vous avez forcément rencontré ce chip parce qu'il a équipé un très très grand nombre de bornes d'arcade. Donc c'est un chip qui est extrêmement répandu. Pourquoi? Parce qu'il permettait de faire de la musique relativement facilement et le chip coûtait pas très cher. Donc il était facilement trouvable. Donc il génère principalement des signaux carrés. Et quand je dis principalement, il ne sait générer que des signaux carrés de fréquence de environ 30 Hz à 125 kHz. Donc de assez basse fréquence, on va dire, jusqu'aux ultrasons. Donc en plus, on peut s'en servir en laboratoire pour générer des signaux carrés de façon très précise. Il y a beaucoup de laboratoires sonores qui l'ont utilisé justement à cette fin-là, notamment des signaux ultrasoniques. Il dispose de 3 voix indépendantes, polyphonie de 3 voix, truc de ouf. Et un générateur de bruit blanc, donc qui permet de simuler globalement des percussions. Par contre, il y a un seul générateur de bruit blanc pour les 3 voix. Mais les 3 voix peuvent décider ou pas d'utiliser ce générateur de bruit. Et en plus, ça c'est la cerise on the cake, on a un générateur d'enveloppe. Un seul générateur d'enveloppe qui va nous permettre de pouvoir moduler le son. Donc le générateur d'enveloppe, on va y venir après, ça va permettre de pouvoir moduler la puissance du signal carré qui va être généré sur l'une ou les 3 voix en même temps. Et puis il a une unité de mixage. Alors, assez précaire l'unité de mixage parce qu'en fait, on prend un des générateurs de signaux carrés qui va générer un bit qui vaut 0 ou 1, le générateur de bruit blanc qui va générer un bit entre 0 et 1, et on fait juste un ou entre les deux. Donc c'est vraiment un mixage de Wish. Voilà. Donc par contre, comme je le disais, très très utilisé dans les années 80. Donc borne d'arcade, flipper, gamme d'Amstrad CPC, GX4000, Atari ST, gamme MSX, etc. Vous le retrouvez partout. Et que celles et ceux qui me suivent, qui me connaissent, vous savez que j'ai écrit un certain nombre d'émulateurs de consoles et d'ordinateurs. Donc je l'ai souvent implémenté ce chip. Les entrailles du chip, donc techniquement, il ressemble à ça. C'est un chip à 40 broches, tout simple, qu'on a du mal à trouver aujourd'hui maintenant. Il y a encore quelques stocks qui restent ici et là, mais on trouve des unités neuves, mais qui ont été fabriquées finalement en répliquant le chip historique. Mais voilà. À l'intérieur, ça ressemble à ça. Il y a quelques milliers de transistors. C'est pas incroyable, mais ça fait le taf. Il a été décliné en plusieurs versions. Alors ce chip, il a un certain nombre de registres en interne. Il a 16 registres qui permettent de piloter le son. Mais sur ces 16 registres, il n'y en a que 14 qui permettent de générer du son. Et il a 2 registres qui servent à utiliser des entrées-sorties. Parce qu'en plus, comme à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chips et le silicium, ça coûtait cher, on s'est dit, bah tiens, on a des broches supplémentaires, on va pouvoir l'utiliser comme générateur entrée-sortie parallèle. Donc en fait, en vrai, pour le son, il y a 2 registres qui servent à rien. Donc si on regarde son architecture interne, ça ressemble un petit peu à ça. Donc là, ici, vous avez un décodeur de registre d'adresse pour savoir quel registre interne je vais adresser, le registre 0, le registre 1, etc., en entrée ou en sortie. Vous avez tous vos registres ici, on va y revenir après, à quoi ils servent. Les registres en rouge, c'est ceux qui servent à rien. Et vous avez donc la partie génération de bruit blanc, la partie mixage et les générateurs de son, un générateur d'enveloppe qui va générer, donc qui va pouvoir moduler le son sur 16 niveaux, incroyable, et de pouvoir mixer avec un convertisseur analogique digital qui est juste un réseau de résistance, R2R pour ceux qui ont fait de l'électronique. Voilà, les registres en interne, donc vous avez finalement 16 registres qui nous servent à produire du son. Donc le générateur de signaux carrés du premier canal, le générateur de signaux carrés du deuxième canal, sur lequel on va lui dire à quelle période, à quelle fréquence tu vas tourner. Si vous connaissez la fréquence à laquelle est cadencé le chip, vous avez une formule qui vous permet de savoir quelle est la valeur à mettre dans le registre pour produire un son de 440 Hz. En général, le chip tournait à 1 MHz.
Vous avez le générateur de bruit et puis l'unité de mixage qui permet de dire active-moi le son sur le canal A, le canal B, le canal C, produit le générateur de bruit, tu l'actives ou pas sur tel ou tel canal, etc. Et le générateur d'enveloppe, ici, donc l'amplitude du canal A, B et C, et de savoir si on lui adjoint le générateur d'enveloppe. Donc ça, vous pouvez faire des combinaisons intéressantes. Et le générateur d'enveloppe nous permet de générer toutes ces enveloppes-là. Donc, de pouvoir moduler l'amplitude du son en disant, lorsqu'on produit du son, tu vas produire un son qui, par exemple, va monter et descendre de façon régulière. Par exemple, ici. Vous pouvez faire un son dont la modulation fait des dents de scie inversées. Donc, je descends, puis je remonte, puis je redescends, puis je remonte, puis je redescends. Vous pouvez faire des dents de scie dans l'autre sens. Vous pouvez faire une progression linéaire en disant je veux que tu montes le son de 0 jusqu'à la valeur maximale et ensuite que tu restes tout en haut. Et on peut faire l'inverse, de descendre le son et ensuite rester complètement bas. Donc ça offre une palette d'effets qui est intéressante pour pouvoir programmer. Donc toutes ces enveloppes sont générées par 4 bits qui nous permettent, ce matin Sylvain en parlait, les enveloppes ADSR, c'est quelque chose qui est assez précaire et qui représente finalement une enveloppe ADSR, attaque, decay, sustain, release. Mais c'est en beaucoup plus simple. Donc, l'émulateur, si on va regarder un petit peu comment il est implémenté, je vais implémenter un certain nombre de classes qui vont représenter finalement son architecture interne. State va contenir les 16 registres. C'est un tableau de 16 entrées. Donc, je le rappelle, seulement 14 seront utilisés. Donc, vous avez le constructeur qui permet d'initialiser le tableau de registre, une méthode reset qui permet de tout réinitialiser. Très simple. Le générateur de son en lui-même, le générateur de signaux carrés, c'est finalement quelque chose qui est très proche de ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc j'ai une classe qui va permettre de pouvoir générer des signaux carrés en déclarant un compteur, une période et une phase. Et la phase, c'est simplement la valeur de sortie, qui vaut 0 ou 1, tout simplement. Donc vous allez compter jusqu'à ce que vous atteigniez votre valeur de compteur. Dès que votre valeur de compteur est atteinte, vous permutez votre son. S'il vaut 0, vous le passez à 1. S'il vaut 1, vous passez à 0, tout simplement. Donc le constructeur, la partie reset pour réinitialiser le chip, parce que chaque chip peut avoir une path reset pour le réinitialiser. Une méthode clock qui simplement fait exactement ce que je vous ai dit. À chaque coup d'horloge, on va incrémenter un compteur et on teste par rapport à la période qui est programmée. Si la période est atteinte, on permute le bit phase. Et de quoi positionner, puisque le chip est ainsi fait, on peut programmer donc une valeur période qui est définie donc sur 12 bits. Et comme il ne sait manipuler que 8 bits à la fois, on lui envoie d'abord les 8 bits de poids faible et 4 bits de poids fort. Donc on a une méthode setCoreTune pour les 4 bits de poids fort et une méthode setFineTune pour positionner les 8 bits de poids faible. Et ça nous permet d'avoir finalement une valeur de 0 à 4095 qui va nous servir à diviser la fréquence principale du processeur sonore et donc d'obtenir un son d'une fréquence particulière. Donc ça, le générateur de ton, on l'a vu. Le générateur de bruit, c'est à peu près la même chose. On va retrouver à peu près donc le constructeur, un compteur, une période, une phase, une méthode reset, qui est exactement la même que tout à l'heure. Par contre, vu que c'est un générateur de bruit, c'est un générateur de bruit qui est pseudo-aléatoire. Et là, on va utiliser une technique de ce qu'on appelle LFSR, Linear Feedback Shift Register. Donc sous ce nom un peu barbare, ça veut dire qu'en fait, à chaque coup d'horloge, chaque fois qu'on va dépasser la période et qu'on va dire, voilà, il faut changer de valeur, on va procéder à un décalage du registre. Mais on va essayer de générer une valeur qui est pseudo-aléatoire. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre 2 bits positionnés, qui est le bit 0 et le bit 3. On va appliquer une opération ou exclusif dessus. On va les rejeter. C'est un compteur 17 bits, donc sur le 17e bit. Et ensuite, on va opérer un décalage vers la droite. Et on va prendre le bit le plus à droite, qui sera le bit de sortie qui va permettre de générer le bruit. Et donc, l'opération ou exclusif va avoir pour effet d'introduire un caractère un peu pseudo-aléatoire et donc de générer du bruit blanc. Voilà, tout simplement. C'est un truc qui est très simple et qui est très utilisé dans beaucoup de circuits électroniques, notamment des années 70 et 80. Et on retrouve donc setCoreTune et setFineTune de la même manière pour pouvoir programmer les 8 bits de poids fort ou les 8 bits de poids faible. Le générateur d'enveloppe est un peu plus complexe. Le générateur d'enveloppe, donc il a un constructeur, on a besoin d'un compteur, d'une période, du type de forme que l'on veut générer par l'enveloppe, d'une phase et d'un niveau, puisqu'il va générer des niveaux qui vont varier entre 0 et 15. Donc il est un petit peu plus complexe. Et donc là, j'ai modélisé 4 fonctions fléchées qui vont permettre
de modéliser pour chaque phase l'opération que je veux obtenir, c'est-à-dire faire une montée, ramp up, faire une descente, ramp down. Donc à chaque fois qu'on va changer de phase, on va effectuer ramp up ou ramp down selon ce qu'on a programmé. Une fonction hold up pour rester en haut et une fonction hold down pour avoir un niveau bas, tout simplement. Et donc j'ai un tableau qui va me permettre de dire, en fonction de l'état du générateur d'enveloppe, de dire bah, je suis dans tel cycle, telle configuration, je vais faire ramp down et hold down. Donc je vais faire ramp down, je vais descendre et ensuite je vais rester en bas. Ben, je peux avoir ramp up, ramp down, ramp up, ramp down. Et donc la période va définir dans le générateur d'enveloppe la fréquence à laquelle je vais moduler le son, tout simplement. Et donc ça se fait ici. Donc tout simplement, je teste, j'incrémente mon compteur à chaque coup d'horloge, je compare la période. Si j'ai atteint ma période, j'exécute la fonction fléchée que j'ai définie plus haut en fonction de sa configuration, en fonction donc de la forme que j'ai programmée et en fonction de la phase, ce qui me donne 16 configurations possibles. Donc les méthodes setCoreTune et setFineTune de la même manière qui permettent de paramétrer les 8 bits de poids fort ou 8 bits de poids faible de la période, et une méthode pour positionner le type de forme que je veux obtenir. Et une méthode pour récupérer à quelle valeur on est. Est-ce qu'on est à la valeur 0, la valeur 7, la valeur 15, donc pour moduler l'enveloppe. Et le mixeur, donc, qui va permettre de savoir est-ce que j'ai du son sur le channel 0, est-ce que j'ai du son sur channel 1, est-ce que je lui applique du bruit ou pas, etc. Donc là, c'est juste un registre d'état dans lequel je vais dire bah, je veux du son sur le canal A, mais pas du bruit. Sur le canal B, je veux du son et du bruit. Sur le canal C, je veux rien. Donc une méthode reset et la méthode clock qui va permettre de regarder en fonction des paramètres qu'on a passés dans les registres, qu'est-ce qu'il faut mixer et comment il faut le mixer. Voilà, donc tout ça, c'est j'ai un certain nombre donc, de fonctions utilitaires qui permettent d'aller positionner l'amplitude et donc de pouvoir faire le mixage comme il faut. Et on en vient à l'émulateur lui-même, donc qui est une classe qui est finalement un assemblage un peu haute couture de toutes les classes que je vous ai présentées dedans. Donc on va instancier chaque classe, on va instancier donc l'état qui va contenir les registres, comme je le disais, les 3 générateurs de son, le générateur de bruit, le générateur d'enveloppe, le mixeur, la fréquence à laquelle tourne le chip virtuel. Je rappelle qu'il tourne, c'est un chip virtuel, mais il faut quand même lui donner une fréquence pour savoir à quelle fréquence on peut générer les samples. Et une méthode reset, donc qui va réinitialiser tous les sous-organes de l'émulateur, et une méthode clock qui simplement est une fonction qui va appeler chaque sous-ensemble, la méthode clock de chaque objet que j'aurai instancié. Et donc, 1 million de fois par seconde, je vais appeler la méthode clock de l'émulateur. Et comme il a un diviseur par 8 pour produire le son, bah, je vais vérifier que tous les 8 coups d'horloge, je vais exécuter ce qu'il y a dans le if. Tous les 8 coups d'horloge, je vais appeler la méthode clock de chaque sous-objet, et ce qui va avoir pour effet donc, de générer une variation de signal. Bon, tout ça, c'est des méthodes utilitaires, elles ne sont pas intéressantes. Et donc, j'ai 3 méthodes qui me permettent de récupérer la valeur du channel A, la channel B et la channel C, et donc d'avoir une valeur entre -1 et 1, tout simplement. Et donc, le processeur, puisqu'on en revient à l'audio worklet processor, bah, en fait, j'ai juste besoin de créer un audio worklet processor qui va instancier cet émulateur. Donc, on initialise et on va instancier l'émulateur. On va créer 3 arrays qui correspondent aux 3 canaux dans lesquels je vais stocker des samples, quelques valeurs de valeurs d'horloge. Je vais dire au chip virtuel, voici ta valeur d'horloge, tu vas tourner à 1 MHz, les messages avec lesquels je vais communiquer. Et voici globalement la méthode process qui, au rythme de 44 100 samples par seconde, et donc à chaque fois, elle va être appelée, il va générer 128 samples, et on va appeler la méthode clock de façon à simuler 1 million d'appels par seconde, et donc de générer des samples et qu'on va stocker après dans le tableau output. Donc là, on va itérer sur chaque sample, comme on a fait tout à l'heure. On va récupérer la valeur des 3 canaux de sortie du chip virtuel. Ici, on va simplement algorithme de Bresenham de la même manière pour essayer de simuler combien de fois je dois appeler la méthode clock du chip virtuel par rapport à la fréquence d'échantillonnage. Globalement, il va l'appeler 24 fois à chaque tour. Et ensuite, on va dire, bah, si j'ai deux canaux en sortie, par sortie, je suis en stéréo, donc je fais un mixage stéréo, sinon je fais un mixage audio. Je ne vous montre pas l'implémentation de ces fonctions, ça va répartir le son sur les canaux audio, mono ou stéréo. Et donc, on peut en faire un lecteur de musique.
et on va lancer ça, de musique chiptune. Donc ça, c'est un projet qui est disponible sur GitHub, hein, que vous pouvez aller voir, qui est open source. Donc je vais, hop, faire Power. Donc là, je vais pouvoir aller sélectionner une petite musique. Allez, je vais prendre une musique que j'aime bien, celle-là. Ceux qui ont joué au jeu Commando sur Arcade et sur Amstrad, se souviennent peut-être de ça. Donc là, ce que je fais, j'envoie à un rythme de 50 fois par seconde les valeurs que je vais mettre dans les registres du chip audio. Et ça fonctionne. Voilà. Donc 50 fois par seconde, je vais envoyer les valeurs dans le registre. Et chaque fois qu'on appelle la méthode process de l'audio worklet processor, il va simuler le fonctionnement donc, du processeur, récupérer ces valeurs de sortie, les mixer, les envoyer. Donc là, c'est le son tel que vous l'entendriez sur vos machines d'antan. Là, je vais accélérer parce qu'on arrive à la fin. Maintenant, on va parler de l'API Web MIDI. Parce que ce qui est cool, là, on peut jouer du son. Mais ce qui serait bien, c'est d'en faire un synthétiseur virtuel. On va parler de l'API Web MIDI très rapidement. Donc, c'est une API qui a été draftée en 2013, qui n'est toujours pas ratifiée par W3C. La dernière version date du 17 mars 2015. Ça apporte le protocole MIDI, donc de communication d'instruments numériques directement dans le navigateur. Donc, vous pouvez transformer votre navigateur en instrument de musique. Et ça ouvre des perspectives qui sont assez intéressantes. Donc, ça permet de piloter des instruments de musique ou de devenir soi-même un instrument de musique. Donc, l'API Web MIDI, son utilisation, elle est très, très simple. Vous avez une méthode navigateur request MIDI access, tout simplement. Et vous lui passez deux méthodes, puisqu'il attend une promesse. C'est soit on accepte de lui donner l'accès MIDI à votre machine, donc en cas de succès. Vous dites en cas de succès, c'est bon, j'ai reçu l'accès MIDI au périphérique et je peux faire ce que j'ai à faire. Soit il refuse, et à quelqu'un vous laissez une exception, vous mettez un message comme quoi vous n'avez pas accès au MIDI. C'est très simple. En gros, la méthode MIDI Success, vous allez lui caler, puisque c'est quelque chose qui est événementiel. Donc, chaque fois que vous allez lui octroyer l'accès MIDI, vous allez, vu que c'est événementiel, le protocole MIDI, vous allez déclencher des choses par message. Donc, vous allez recevoir des messages de vos équipements, typiquement ce genre d'équipement-là, qui est une tablette de contrôle MIDI. Donc, ça va vous envoyer des messages MIDI, qui est très standardisé. Hein. MIDI, c'est un protocole qui a été créé en 82, ratifié en 83, et qui est resté comme ça très très longtemps dans sa version 1 jusqu'au début des années 2000, comme tu disais ce matin. 2020, ouais, comme quoi ça marche très bien. Et donc, en général, quand vous recevez des messages, donc vous dites pour chaque entrée MIDI, je vais lui connecter un handler d'événements pour traiter les messages MIDI que je vais recevoir. Donc, vous pouvez capter les messages MIDI ici, et en général, vous prenez les 4 premiers bits d'un message, et ça va vous donner le type de message. Vous allez voir le message not off, c'est-à-dire je relâche une touche, not on, j'appuie sur une touche. L'aftertouch, c'est à quel j'envoie, je fais moduler la puissance d'une touche. Control change, c'est je veux changer quelque chose des paramètres de votre équipement MIDI, etc., etc. Vous avez un certain nombre de messages MIDI que vous pouvez ou pas d'ailleurs implémenter. Les plus intéressants, c'est not on et not off. Donc MIDI failure, comme j'ai dit, si vous n'avez pas l'accès au MIDI, vous lancez un message. Donc, on va faire un petit exemple simple. Je me connecte au web MIDI. Je m'y connecte. Là, le navigateur me demande par défaut, le site internet souhaite accéder à vos périphériques MIDI. Est-ce que vous acceptez? Je vais dire autoriser, c'est quand même un peu le but. Donc là, il m'affiche Success. Et là, normalement, j'appuie dessus sur ma surface de contrôle MIDI. Et sous vos yeux ébahis, vous voyez que je reçois des messages. Voilà, not on. Donc 127, ça va dire j'ai appuyé très fort sur la touche, et 0, c'est j'ai relâché la touche. Voilà. Alors, des fois, les périphériques MIDI peuvent très bien envoyer not off si on relâche une touche, ou not on avec une vélocité de 0. Donc, il suffit de savoir ça et vous l'implémentez. Vous voyez, c'est assez simple. Ce qui est super cool, maintenant qu'on sait faire ça, on peut en faire un synthétiseur MIDI polyphonique. C'est-à-dire que je crée un audio worklet processeur, comme j'ai fait tout à l'heure. Au lieu de créer un seul chip virtuel, je lui en fais deux, et comme ça, j'ai un synthétiseur polyphonique 6 voix. Magnifique. Donc, j'instancie deux émulateurs. Donc là, j'appuie ici sur Power. Il me demande si je lui autorise à accéder au MIDI. Et là, on peut faire du son. Voilà. Bon, c'est pas très esthétique parce qu'on aura dû brancher ton clavier, Sylvain. Mais du coup, on peut faire de la musique avec une polyphonie de 6 voix. Et comme je ne suis pas sur mon ordinateur, malheureusement, je vous aurais bien montré, j'avais préparé une démo où votre navigateur, au niveau de votre système,
est considéré comme étant un instrument de musique connecté à votre ordinateur. Donc, vous pouvez prendre un fichier MIDI et dire à votre lecteur MIDI, envoie la musique au format MIDI vers le navigateur et il jouera la musique concernée, que ce soit la musique de Tetris, de ABBA, AC/DC, parce que c'est exactement ce que j'avais dans mon ordinateur. Et donc, petite chose que je ne vous ai pas montré aussi, c'est que Web Audio, au-delà des différents outils qu'il apporte et WebMIDI, ils apportent aussi des choses qui vous permettent de faire de l'analyse, notamment de l'analyse de spectre. Là, j'ai activé en bas le Spectrum Analysis. Et donc, vous avez une analyse de Fourier rapide qui est faite en temps réel, qui vous permet d'analyser la forme d'onde de votre son. Donc, soit vous pouvez avoir une vue un peu oscilloscope, de voir votre forme d'onde, soit une analyse Fourier qui va vous permettre de montrer les fréquences qui sont générées. Vous voyez, là, on voit bien les pics harmoniques de vos signaux carrés. Donc, vous pouvez faire de l'analyse en temps réel de signal. Ça peut être très pratique, c'est-à-dire qu'en web audio, vous pouvez capter du son par votre micro, faire une analyse de Fourier dessus, transformer au travers de la transformée de Fourier, faire une transformée de Fourier inverse en appliquant des effets dessus et envoyer la sortie modifiée vers votre carte son. Et donc faire, par exemple, un vocodeur. Très, très prisé des rappeurs. Voilà, je suis arrivé a priori donc au bout. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Je ne sais pas quelle heure il est. Ah, c'est super. Donc pour conclure, très rapidement, donc je me suis lancé dans ce projet. Pourquoi? Parce que je trouvais ça super fun de pouvoir encore écrire des émulateurs. Et ça m'a permis donc de pouvoir découvrir Web Audio et Web MIDI. Et ça, ce sont des API qui ouvrent des opportunités assez intéressantes dans le domaine du traitement du signal et de l'audio en général. Sylvain l'a présenté ce matin. Vous pouvez faire des séquenceurs, vous pouvez faire des choses qui vont moduler votre voix, de l'analyse de spectre, etc. Tout directement dans votre navigateur. Et sachez que justement toute la partie web audio est très très fortement utilisée dans les navigateurs et il commence à y avoir des outils sur le marché qui vous permettent de remplacer les logiciels que vous installiez avant, qui permettaient d'appliquer des effets en temps réel, etc. Vous pouvez le faire directement dans votre navigateur maintenant. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez de bonnes notions de programmation et de traitement du signal, vous pouvez faire vos propres filtres vous-même que vous pouvez partager aux gens et réutiliser dans plein d'autres projets. Mon émulateur de chip, il y a quelques personnes qui m'ont averti qu'ils l'avaient repris dans leur projet justement pour faire des synthétiseurs chiptune ou des générateurs, des players de son comme je vous ai montré tout à l'heure, d'avoir une implémentation différente de la leur. Donc ça, vous pouvez faire des choses qui sont super intéressantes et je crois que Sylvain avait commencé à vouloir récupérer mon émulateur pour rajouter une palette complémentaire de génération de son. Donc vous pouvez retrouver le projet ici, donc vous pouvez jouer avec directement en temps réel sur votre site, ykmjs.mxil.net. Vous pouvez retrouver le code sur GitHub, GitLab et Bitbucket, si ça vous intéresse, ce sont mes miroirs Git. Donc dedans, vous aurez tout et vous pouvez directement aller jouer donc, sur le site avec, connecter directement un clavier et jouer du son en temps réel ou écouter des musiques d'antan, parce que je en fournis quelques-unes. Et juste pour terminer, vous pouvez me suivre donc sur les réseaux sociaux, si bon, ceux qui me connaissent savent déjà, sur X principalement, Blue Sky, sur Twitch et YouTube. Et je vous remercie infiniment de votre attention. Désolé encore pour les problèmes techniques. Donc ça a été un petit peu le speedrun. Merci beaucoup.